On aimait la France. Surtout nous, les jeunes, on était fiers de la France. Et pour cette France, on aurait fait n'importe quoi. Mais ça a été un moment d'émotion intense quand même. On y allait quand même si on avait peur. Alors on essayait de pas avoir peur. On n'envisageait pas de mourir, tout en prenant le risque de mourir. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Initialement fixée au 1er juin 1944, la date de l'assaut fut sur décision d'Eisenhower reportée au 5 juin 1944. Un officier américain écrit: We were cold, and I don't know if it came from outside or inside. L'attente commençait. La dégradation des conditions météorologiques décida Eisenhower à reporter encore l'opération Overlord de 24 heures. Le 5 juin, à 4h30, il s'exclame: Okay, let's go. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais, au vent mauvais qui m'emporte, de ça, de là, pareil à la feuille morte. On a été marqué à vie, c'est évident. C'est évident. Mais maintenant, après tous ces combats, qu'est-ce qui reste? Un témoignage pour l'avenir.
Il est 11h30, le 24 février 1944, lorsque dans le village de Bubry, dans le Morbihan, le père de Ferdinand Malardet reçoit une lettre de son fils. Sans nouvelles depuis son arrestation quelques mois auparavant à Pontivy pour acte de résistance, il comprend dès les premiers mots le sort qui a été réservé à son fils. Chers parents, 2 ou 3 mots pour vous faire savoir que je vais être fusillé aujourd'hui. Ne perdez pas courage. Je veux aussi que vous gardiez de moi quelques souvenirs et que mon frère André garde l'accordéon. Pour mes habits, il faudra tout garder. Chers parents, je vous remercie des colis que vous m'avez envoyés tous les vendredis. Je vous ai fait beaucoup de peine jusqu'à mes 20 ans. Et maintenant, je viens de vous faire la plus grande de toutes. Mais refoulez vos larmes, car vous savez pour quel idéal je tombe. Moi, je ne tremble pas devant la mort. Rejetez toutes vos peines et prenez courage. Chers pères, mères et frères, je vous embrasse tous dans un dernier adieu, ainsi que ma tante Louise et toute la grande famille. Chers pères, mères et frères, gardez votre courage, car vous serez très heureux après la guerre. Adieu et bon courage.
Depuis 10 000 ans, toutes les guerres ont engendré des œuvres littéraires, des articles de journaux ou des lettres de soldats exhortant à ce qu'elles disparaissent. On qualifiait la Première Guerre mondiale au début du XXe siècle d'ère des guerres. La seconde n'a pas échappé à ce désir profond que certains êtres, femmes et hommes, ont exprimé avec puissance. Pour la plupart, ce n'était pas au nom d'un pacifisme qui leur aurait évité de combattre. Au contraire, ils pensaient leur engagement comme une contribution à la disparition des conflits. Captain Otis Hewitt, 4th Infantry Division, United States of America. It was about the life of President Woodrow Wilson and his lifelong attempt to gain a lasting world peace. Of course, as you know, his efforts were all in vain. But I couldn't help thinking how much different life might have been for the whole world if the plan could have been worked out with the wholehearted support of all the nations. Then there never would have been a World War II, as we call it. And just think how wonderful that would have been. And no other wars either. The whole difficulty seems to be that each new generation must find out for itself how dreadful, costly, and futile war is. Instead of being able to profit by the knowledge gained by other generations who have also found out the truth to their great sorrow. This has been the Second World War in my lifetime, and I know those who fought in World War I hoped never to see another. I know also that those of us who are fighting in this one hope never to see another. But it may be that there are too many people of all nations who do not actually live, fight, and witness actual combat, and for that reason do not know it in all its horrors.
Maybe those who are left when this conflict is over will be able to work out a plan to end it for all time. Let me assure you that all of the men and officers over here that I have talked with are determined to stay in the scrap until it is finished, no matter how long it takes. That is why we came here. It's what we came here to do, and none of us would think of leaving until the job is done.
Daniel Lyons, Royal Signals, 6th Airborne Division, Great Britain. On the 4th of June, our officer called us together and said, "We go tonight." We waited and waited. Finally, we heard that the operation was postponed for one day because of bad weather. Next day, June the 5th, 10:30 p.m., back to the airfield, and this time we climbed aboard. Then the engine started and the plane moved to the runway. A few seconds waiting, and then the engines increased revs, and we were away. After what seemed a lifetime, the dispatcher came aft with the order, "Stand up, hook up." Your parachute opened. The noise of those 4 engines fading. The plane, your last link with home, disappearing. It is so dark, you cannot see the ground. On the ground in a strange country, I loaded my Sten gun. I could hear shooting and see tracer fire, but it was not coming in my direction. Voice called, "Tommy! Tommy!" It was a French partisan who led us to the house in Bourgneuf. While I was in the house, I met some of the family Robert, including a 5-year-old girl. I offered the chocolate bar from my ration pack, but she would not take it. Should we meet again, I still have chocolate bars, and will make the offer again. Si ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont débarqué à Omaha Beach, 10 autres nations ont participé au débarquement en Normandie, dont le Royaume-Uni, le Canada et la France. Leurs soldats ont, comme tous, ressenti la nécessité d'écrire à leurs proches afin de témoigner quasiment en direct de ce qu'ils vivaient.
Après cette lettre de soldat français, écoutons celle d'un Américain, d'un Britannique et d'un Canadien. Captain Donald Denice, 104th Medical Battalion, 29th Infantry Division, United States of America. Well, I'm in France with the invasion force. Was able to watch the whole show on D-Day from the deck of an LST and then landed with my men on D1. The next afternoon, that is. I'm now living on borrowed time. I'll never forget what I saw and did as long as I live. I'm getting a rapid and thorough education in war wounds and emergency surgery, along with other things. This sleeping in a foxhole is now taken as a matter of course, and I'm quite used to all the noises of war. We get the wounded direct from the front by ambulance. What I've seen of France so far I like. My speaking French is very poor, but improving. Have treated some French who are wounded. One little girl, 2 years, was so cute and lovable, just as good as gold. Sat very quietly and didn't move or say a word while I did her dressing. I gave her some candy, which she rapidly and skillfully unwrapped with her little hands and put it in her mouth. Frederick Gibbons, 152nd Infantry Brigade, 51st Highland Division, Great Britain. Well, my precious, it's happened at last, as you can see. To say I'm miserable is not true, but to say I'm really glad is far from the case. The few civilians that we have met so far seem in good health and far from undernourished, but that may be because the area is more of an agricultural district. But when we get to some of the bigger towns, it may be a different story. Wouldn't it be grand if that stupid man called Hitler would be sensible enough to pack it in and the whole job be considered over? Just wishful thinking once again, eh? It seemed a noisy night last evening, but I seemed to sleep with only the minimum amount of disturbance. I suppose one can get used to almost anything. But it intrigues me how the gunners can get any sleep at all, for there appears to be a barrage going all day and most of the night. Here again, I suppose, it's simply a matter of practice. I can't help feeling the first phase of this landing is nearing completion, and that we can look forward to a breaking out of hostilities shortly, and it will be pretty big too, I'm afraid. James McPherson, Cameron Highlanders of Ottawa, 3rd Infantry Division, Canada. Nos petites péniches de débarquement fonçaient vers la plage avec leurs troupes de 30 fantassins, armés jusqu'aux dents et tendus, à l'approche des combats qu'ils attendaient depuis si longtemps. Les canons navals produisaient un terrifiant tir de barrage à l'avant des péniches. On pouvait entendre siffler au-dessus de nos têtes les énormes obus de nos navires de guerre. Certains de ces navires étaient si loin qu'on ne pouvait pas les voir. Bientôt,
des gerbes d'eau annonçaient que l'ennemi avait réglé son tir sur nous autres et que la bataille était lancée. 2 heures plus tard, nous recevions sur ma radio un message annonçant que l'infanterie avait nettoyé la plage et qu'il était temps pour nous autres de débarquer. Nous étions en Normandie, en territoire occupé par l'ennemi. Alors que nous roulions le plus rapidement possible hors de la plage, j'ai vu mon premier mort. Un Canadien, selon ses insignes à l'épaule. Sa tête avait été arrachée. Just a rookie trooper and his shoulders shook with fright. He checked all his equipment and made sure his back was tight. He had to sit and listen to those awful engines roar. You ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. He was just a rookie trooper and his shoulders shook with fright. He checked all his equipment and made sure his back was tight. He had to sit and listen to those awful engines roar. You ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. Is everybody happy? Cried the sergeant looking up. Our hero feebly answered yes, and then they stood him up. He jumped into the icy blast, he started to climb and hope, and he ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. He counted long, he waited for the shock. He felt the wind, he felt the cold, he felt the awful drop. The sick from his reserves peeled out and wrapped around his legs, and he ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. Staline a très tôt insisté pour qu'une bataille décisive ait lieu à l'ouest, au-delà du front méditerranéen,
afin de soulager les troupes de l'armée rouge qui menaient des combats sur le front Est. Grâce au débarquement en Normandie, l'URSS va pouvoir lancer sa grande offensive contre la Wehrmacht dès le 22 juin 1944. La grande poétesse Anna Akhmatova a su admirablement évoquer les douleurs du peuple russe au cours de ces années. Non, je n'ai pas pleuré toutes mes larmes. Elles se sont amassées en moi. Depuis longtemps, mes yeux n'en ont plus aucune. Et je vois le monde. Plus rien ne m'étouffe, aucune torture, douleur de l'offense ou de l'absence. Leur sel qui brûle tout s'est glissé dans mon sang. Tout est lucide et sec. J'ai l'impression qu'en 44, c'était, je crois, le premier jour de juin, est apparu comme sur une soie froissée ton ombre de martyr. Partout encore s'imprimait le sceau des grands malheurs, des restantes menaces. Et j'ai aperçu ma ville à travers l'arc-en-ciel des larmes dernières. Le 6 juin, au soir, 5 plages de Normandie étaient reprises. Le mur de l'Atlantique pouvait désormais être détruit. Les troupes alliées partaient sur les routes, libérer la France.
La Seconde Guerre mondiale a fortement démontré la nécessité d'une Europe unie. Dans la période d'après-guerre, des dialogues naissent, des alliances se nouent, des institutions se créent. Mais c'est bien évidemment avec l'entente retrouvée entre la France et l'Allemagne que peut naître l'Europe unie. Ce couple franco-allemand, entretenu par tous les chefs de l'État et de gouvernement de ces deux pays, a été constitutif de la construction européenne. And now, Mr. Ed Berthold, 702nd Bomb Squadron, 445th Bomb Group, 8th Air Force, United States of America.
Wednesday night, June 7th, 1944. Dear Mom, just a few lines to tell you we are all okay. We flew mission number 10 on D-Day. It certainly was a terrific show, what we could see. This is what everyone has been waiting for. Now we can see the results of the bombing 8th Air Force has been doing the past months. I have been writing very long letters to Eve of you as there isn't much to say these days. I don't hear from you, you all, as Matt would say. Happy to hear Virginia found a place. I suppose she is getting ready to move. I had a letter from Helen today. It was swell to hear from her. Just received my rations for the week, and they have been increased. We are getting American candy now, O. Henry, Baby Ruth, Mars, and Planters peanuts, so we don't stand short there at all. However, as I said before, airmail paper is hard to get. The envelopes are very attainable at the post office. Hope you all are okay. Love, Ed.
Vos Altesses royales, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers vétérans, Mesdames et Messieurs, ici, il y a 80 ans, jour pour jour, ces hommes ont tout défié pour libérer notre sol, notre nation. Ici, ils ont défié les éléments, la houle, le ciel bas, le vent qui battait les falaises. Ici, ils ont défié les certitudes. Hitler affirmait que l'Atlantique était un mur. Lames déchirantes pour éventrer les barges, poutres reliées à des explosifs, barrières anti-chars, barbelés, pieux, mines. Plus de 500 000 obstacles avaient été déployés sur ce front de mer. Partout des blocos, des casques, des batteries d'artillerie à fleur de lune, hérissées de métal par le maréchal Rommel. Ici, ils ont défié la mort. La tentative de débarquement sur les plages de Dieppe à l'été 1942 avait tourné au massacre. Un mois plus tôt, lors d'une répétition du D-Day sur les plages d'Angleterre, l'attaque de 2 navires de la Kriegsmarine avait provoqué près de 800 morts chez les ennemis. Et pourtant, il se trouva des femmes et des hommes, voilà 80 ans, pour rejoindre les combattants français de l'outre-mer et de Londres, pour faire jonction avec la résistance française de l'intérieur, pour libérer la France. L'ennemi nazi, absorbé à l'est par les unités de l'armée rouge, harcelé à l'ouest par le patient travail de la résistance intérieure et extérieure, pouvait vaciller. En mai 1942, le résistant français René Duchesne, embauché comme tapissier à la commandanture de Caen, subtilisa les plans des fortifications de la côte normande, entre Cherbourg et Honfleur, que le colonel Rémy ensuite transmit à Londres. Pendant des mois, on prépara en Grande-Bretagne des leurs, chars gonflables, canons en bois, uniformes fictifs, messages radio fantômes, pour alimenter l'idée d'un débarquement en Norvège et dans le Pas-de-Calais. Sous le couvert de la plus ambitieuse opération de renseignement et d'intoxication de l'histoire, l'opération Overlord se préparait dans l'ombre et le secret. Et amassée face au plus grand limace militaire jamais bâti, la plus vaste armada de tous les temps. Il y a 80 ans, la nuit du 5 au 6 juin 1944 marque le surgissement de l'impossible au milieu de l'implacable. Derrière nous la Manche, à perte de vue, noire, opaque. Face à elle, dans l'ombre immobile, la France, endormie dans la nuit de la défaite de 40, l'Europe, prostrée dans la faillite des démocraties face au nazisme, et où cependant veillent, inlassables, les lueurs de la résistance. Dans la nuit, l'ordre du général Eisenhower tombe. Let's go. Les bombardements commencent. 23 000 parachutistes alliés se jettent dans la nuit, de la gueule ouverte de 800 avions, sans hésiter, comme portés, étreints de l'évidence que ce jour-là, sauter sur Sainte-Mère-Église, c'est sauter dans l'histoire. Une forêt de barges, cuirassées, 3 heures,
destroyés. There was a Les forest mâts of et les landing palans des crafts, transports de battleships, matériel cruisers, lourd derrière destroyers. eux glissent vers la France. The À bord, trips were made, the les hommes sont transport was serrés, done, heavy material was épaule contre transported épaule. behind them towards France. Beaucoup sont On board, pâles. the men were Et l'on ne sait pas shoulder si to cette shoulder. pâleur est le mal de mer Many were pale. ou les messages d'adieu Sometimes qu'ils ont it was pliés dans la poche de seasickness. leur uniforme. Some had written farewell Des mots messages griffonnés à and la folded hâte, them into the pockets of où their se lit tout ce qui uniforms. les attache à une femme Words aimée, that were hastily un vieux written père, parfois and un were to enfant. be read were intended Face à eux, for a loved one, un rivage an que elderly personne, parent or a child. ou presque, n'a And jamais they vu, were facing a shore et qui sera which they had peut-être never seen before, la dernière and chose which qu'ils verront. perhaps would be the last thing they would ever see. Les États-Unis sont là. The United 55 States 000 was Américains qui font cap sur Utah 55,000 et Omaha Beach. Americans were heading for Utah Omaha Beach la and sanglante. Omaha Beach. Bloody Ils ont Omaha. traversé l'océan pour sauver un They continent had qui n'est pas crossed le the leur, ocean to save a continent mais which was parce not que cette theirs, cause est la leur. but because they shared in the cause Le Royaume-Uni of est Europe. là, The United avec Kingdom was 73 000 there, soldats with sous ses couleurs, 73,000 soldiers, tournés vers Gold et with Sword all Beach. colours. They were Et parmi heading eux, towards Gold Beach and Sword dans sa Beach. grande tenue de cornemuseux And d'Écosse, with Bill them, Millin, qui the tient sous piper son bras from l'instrument dont il a pour Scotland, Bill mission Millin, de jouer pour galvaniser who had l'assaut. his bagpipes and Le played Canada it est là. to galvanize the attack. 21 000 hommes, Canada was there, tous volontaires, 21,000 men, all of them volunteers, sur le point de se lancer à l'assaut de ready Juno to Beach. attack on Juno Beach. De minute en minute, ils voient grandir à l'horizon Minute by cette lame de minute, sable they could qui see pour the certains est la sand terre de leurs on the ancêtres, horizon getting closer. partis de France For il y a some, des it was the siècles, land of their ancestors pour le who had Québec left ou France l'Acadie. centuries before for Arcadia or Les in Français Quebec. aussi sont là. And there were French troops there 177 too. hommes du commando 177 Kiefer men with qui the s'apprêtent à débarquer Kiefer sur la Commando plage unit, de Sword and Beach, they les were ready premiers, to land les on the premiers, beach at Sword Beach. car They les were to barges be the transportant first, les commandos because britanniques the landing craft with leur the laissent British ultime commandos élégance, had quelques been mètres d'avance, very pour qu'ils polite, touchent letting les them be the premiers first le to sol de set leur patrie. foot on French soil. Et je pense à eux en ce jour, And I think à of Léon them Gauthier today. I et à think ceux de of Ouistreham. Léon Gauthier and the others from Ouistreham. Le ciel est sillonné par des escadrilles pilotées par des Américains, des Britanniques, des Canadiens, des Français, des Grecs, des Belges, des Norvégiens, des Polonais, des Danois, des Tchécoslovaques, des Néerlandais, des Sud-Africains, des Néo-Zélandais ou encore des Australiens. Les 150 000 débarqués du jour J ne parlent pas la même langue. Ils n'ont ni le même drapeau, ni le même uniforme. Ce qu'ils ont en commun, c'est leur volonté de libérer l'Europe du joug de la tyrannie nazie, de rapporter la certitude de vivre dans un monde libre. C'est une certaine vision de l'homme digne et libre. Oui, ce qu'ils portent, c'est la liberté réinventée au péril de leur vie. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'aube fragile et l'aurore sanglante. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'angoisse et la gloire. C'est le sable et le sang qui seront tout leur or et leur or. Nous pensons à eux tous avec reconnaissance. À ces hommes qui avaient 17, 18 ans, 20 ou 40, qui ont posé leur fourche quelque part dans le Minnesota, dans le Kent ou dans l'Aubrac pour prendre le fusil. À ceux que la mer a ensevelis, ceux qui sont morts front contre terre, ceux qui ont été criblés de balles en plein ciel, à ceux qui ont survécu. À ceux qui sont là aujourd'hui, à vous, qui nous racontez comment vous vous êtes jetés dans la mer avec des sacs de 30 kilos, comment vous avez gravi la plage sous la mitraille, pris les talus,
bravé les mines dans les dunes, assailli la falaise pour détruire les batteries à leur sommet, marchant toujours. Car derrière vous, une nouvelle vague de débarqués se déversait déjà sous les obus. Vous, qui nous racontez un peu des vies des 10 000 de vos camarades tombés ce jour-là, morts ou blessés, les cadavres flottant sur les eaux, ballottés par les vagues. Avancez malgré tout, au milieu d'une écume rouge. Le courage n'est pas de connaître la peur, de l'ignorer. Le courage est d'avoir peur et d'avancer quand même. C'est le chant des GI dans leur avion, le visage noirci, au bouchon brûlé, prêt à sauter, et qui entonne « It's a long way to go ». C'est ce fameux Bill Millin, marchant au rythme de sa cornemuse sur Pegasus Bridge, tandis que les Allemands le tiennent en joue, sidérés, sans oser tirer sur un fou. C'est Leo Major, le tireur d'élite canadien, devenu légendaire pour avoir fait sauter un bunker, saisi un char allemand et plus tard fait 93 prisonniers à lui seul. C'est l'aumônier du commando Kiefer, René de Noroy, sans armes, confessant les mourants à plat ventre sous les balles. Ce sont les Rangers américains, escaladant la pointe du Hawk au poignard, sur 30 mètres de haut, sous une grêle d'obus. Ils avaient tous peur, à n'en pas douter. Mais ils savaient qu'ils menaient une guerre juste. Ils savaient qu'ils pouvaient en mourir. Mais ils marchaient toujours, parce que chacun de leurs pas rapprochait le monde de la liberté. La libération, notre libération, n'a pas été l'affaire d'un jour, fût-il le plus long. Elle n'a pas été l'affaire d'un été. Elle fut préparée par les résistants, possible grâce à l'engagement du front de l'Est et orchestrée par les Alliés. Il a fallu cette lente reconquête de l'Europe par la guerre. Il a fallu le temps long et l'abnégation tenace qui seul prodigue l'amour de la liberté. Les 6 000 hommes des forces françaises libres, débarqués en Corse en septembre 1943, ralliés par les Italiens. Le patient travail de sape, des centaines de milliers de résistants français de l'intérieur, freinant les déplacements, perturbant les communications de l'ennemi, harcelant les troupes, retardant la remontée depuis Montauban de la division d'Asreich. Les renforts des Alliés, débarqués en Normandie tout le long des mois de juillet et d'août. Les Norvégiens, la brigade Piron, composée de Luxembourgeois et de Belges, à la poitrine frappée du Lion d'Or. La brigade néerlandaise, Princesse Irène. La 2e division blindée française, du général Leclerc. La 1re division blindée polonaise. La brigade blindée tchécoslovaque. Puis le débarquement des Alliés en Provence, dont 250 000 sous les couleurs françaises, Français libres, évadés de France, pieds noirs, volontaires du Maghreb, d'Afrique occidentale ou équatoriale, marsouins de la coloniale, goumiers marocains, fantassins algériens, tirailleurs tunisiens ou sénégalais, qui ensemble ouvrirent un autre front. Il a fallu aussi la tenaille du front de l'Est, l'engagement résolu de l'armée rouge et de tous les peuples qui formaient l'Union soviétique d'alors,
de ces millions de soldats qui se sacrifièrent pour fixer 180 divisions allemandes en leur infligeant de lourdes pertes au prix d'un tribut de sang. Oui, par la convergence de leurs efforts, par le rassemblement de leurs forces, Cherbourg tombe au bout d'un mois, puis Caen, Orléans, Paris, Marseille, Lyon, Metz, Calais, Strasbourg enfin, fin novembre, et jusqu'à l'Allemagne, qui ne capitule qu'en mai 1945. Et puis il a fallu reconstruire notre Europe par la paix, l'amitié des peuples, par le pardon et la promesse, selon la formule d'Hannah Arendt. Bâtir notre Europe, trésor de liberté et de vie démocratique depuis plus de 70 ans, même si pendant trop de décennies encore, il y aurait un Occident kidnappé au centre et à l'est. Jeter les bases d'un nouvel ordre international fondé sur le droit et inspiré par les déclarations de Philadelphie et de San Francisco. Et tout cela, ici, nous l'avons fait en retrouvant le chemin d'une amitié et d'une ambition avec l'Allemagne, socle de notre union, en entrelaçant le destin de nos peuples. Oui. Comme les vétérans du jour J nous en ont montré le chemin. Et en cet instant, Monsieur le Chancelier, cher Olaf, je pense à Johannes Börner, jeune parachutiste allemand de 19 ans, qui vécut ce jour J depuis l'autre côté de la plage. Il fut fait prisonnier. Plus tard, il revint et s'installa en Normandie. Il demanda la nationalité française et épousa Thérèse, une Normande, et devint profondément européen. À Ouistreham, il ouvrit un restaurant. Et Johannes Börner rencontra Léon Gauthier, ancien du commando Kiefer. Une amitié profonde naquit entre ses frères jadis ennemis. Un inlassable témoignage à deux voix, métaphore vivante de nos mémoires réconciliées. Nous sommes tous, aujourd'hui, des enfants du débarquement. Today, as we stand here, we are all children of the landing. Ceux qui ont débarqué le 6 juin ne se battaient pas sur leur sol, ni pour leur village. Ils se battaient contre une idéologie mortifère, contre une culture de haine tentaculaire qui écrasait le juif, l'handicapé, l'étranger, l'homosexuel, le tzigane, le franc-maçon, le communiste, tous ceux qui vivent, qui aiment, qui pensent, qui croient autrement. Et le silence de nos plages en cet instant est chargé d'échos. Bruit de balles et de cris, écho des hommes de l'impossible, venus de tant de peuples, ceux qui gisent là-haut dans leurs cimetières marins, ceux qui dorment sous le sable de Normandie, ceux qui reposent au fond de ces mers ou dans les maquis du bocage, ceux qui sont tombés à leur tour, année après année, longtemps après parfois, ailleurs qu'en Normandie, mais qui ne l'ont jamais quitté tout à fait. Alors oui, face au retour de la guerre sur notre continent, face à la remise en cause de tous ceux pourquoi ils se sont battus, face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire, soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, Monsieur le Président d'Ukraine,
dit tout cela. President of Ukraine, your presence here today shows us this in a very forceful way. Merci. Merci au peuple ukrainien, à sa bravoure, à son goût de la liberté. Nous sommes là et nous ne faiblirons pas. Alors oui, quand guettent l'anesthésie et l'amnésie, quand s'endorment les consciences, c'est cet élan intact qui nous entraîne, sans crainte. Voilà pourquoi nous sommes ici ce jour. Nous savons que la liberté est un combat de chaque matin. Alors, pour tous ceux qui partout en ce monde vivent dans l'espérance de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, le 6 juin est un jour sans fin. Le 6 juin est une aube sans cesse recommencée. Merci à tous. Vive la République et vive la France.
égorgés, nos fils, nos compagnes, nos âmes, nos citoyens, et nos bataillons, marchons, d'un sang impur, à grève de nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit soutien nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs, combats avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triompher notre gloire. Aux hommes citoyens et aux bataillons, marchons, marchons, que sang impur emblème de nos sillons. Ouais, juste de conneries là parce que c'est. C'est con, j'avais Darmanin et Dati main dans la main. Ouais, je peux rien faire là, on est collé sur moi là.
Mesdames, Messieurs, merci de votre patience. Nous vous demandons de rester à votre place jusqu'au départ du commissaire d'État. Compliqué, hein, ouais. Désolé. On récupère Reuters ou pas?